Salut, c'est Alice, donc toujours sur la dernière ligne droite là, des sorties un peu pour le SPI, la SN. J'avais envie de parler de Deal with the Devil, j'avais envie de parler plein d'autres, mais j'aurai pas le temps de tout parler d'ici demain. Moi je pars mardi. Ce soir je vais faire un gros résumé d'un peu tous les jeux dont j'ai parlé, tout ce qui me tente, plein de trucs dont j'ai pas eu le temps de lire les règles, dont j'ai pas eu le temps de parler, enfin voilà. Plein de trucs parce que c'est chouette. Voilà, c'est bientôt, je suis un peu toute excitée, là ça arrive. Hop, donc voilà. Aujourd'hui, là, Deal with the Devil. Donc, Deal with the Devil, c'est un jeu par Marcus Kotry chez Chess Game Edition, donc c'est CGE. Marcus Kotry, c'est le mec qui a fait Alchimiste. Donc, Alchimiste, un jeu de placement d'ouvriers et déduction à thème scientifique médiéval, disons, alchimie. Du coup, mais c'est vraiment très chouette. Moi, c'est un de mes jeux que j'adore, qui est assez léger au final, mais avec une part de déduction un peu façon Sudoku dans un jeu de vraiment de poste d'ouvrier. Bien tendu sur compétitif, on va faire des parier un peu sur ce que... Bref, faire des publications, on sait des fois que c'est de la merde. Là, du coup, ça va être un thème totalement différent avec Diable, mais ouais, et puis CGE c'est quand même un gros éditeur qui font plein de trucs bien, notamment c'est l'éditeur des Chevatil, mais aussi plein d'autres choses, et voilà. Ils font du bon boulot en général, avec une jolie équipe de dev, donc ça déjà, point de vue des qui est impliqué, ça fait envie. Dans Deal with the Devil, ici on va retrouver un thème médiéval de deal avec le diable, donc de... je sais plus comment on dit, de pacte avec le diable, voilà en français, où on va jouer forcément à 4 exactement, donc c'est un jeu à 4 piles qui va durer 2h30 disons, donc plutôt gros a priori, où on va jouer donc à 4 piles, il y aura 2 mortels, un cultiste et un diable autour de la table, qui vont avoir des buts un petit peu complémentaires, mais le but de tout le monde, c'est de faire des points de victoire, et la principale manière de faire des points de victoire, a priori, c'est quand même plutôt de construire des bâtiments. Ce qu'il y a, c'est qu'autour de ça, il va y avoir tout un truc avec l'Inquisition et la réputation, qui va potentiellement nous mettre des bâtons dans les roues, qui va potentiellement nous coûter très cher si on n'assume pas tout ce qu'il faut. Et on a un départ asymétrique, où le diable a beaucoup plus de ressources, et des ressources beaucoup plus rares que les humains. Et on va pouvoir faire à chaque tour des échanges, donc des échanges cachés, on ne sait pas trop qui échange quoi, mais on va se retrouver avec une offre devant nous qu'on va accepter ou pas, sans savoir de qui ça vient, pour des ressources, des sous, des choses, en fonction de qui est-ce qu'on est. Donc ça a l'air assez mignon quand même globalement tout ça, sachant que le cultiste a plutôt envie de se débarrasser de ses âmes, les humains ont plutôt envie de les garder, mais lors de l'Inquisition, il faut quand même aller présenter le fait qu'on ait encore assez d'âmes, ou qu'on en ait récupéré, on ne sait pas qui est qui. Il va y avoir des paris pour deviner un petit peu qui est qui au fur et à mesure de la partie, et des tours d'action, donc façon programmation, on va programmer 2 à 4 actions chaque tour, principalement pour construire des bâtiments et faire des choses autour de ça, récupérer des bonus en ayant des lots de bâtiments déterminés. Voilà, avec l'importance de la réputation pour ne pas trop plomber. Alors, j'attends vraiment de voir en y jouant. Il y a besoin d'une appli pour bien mélanger les coffres, pour pas savoir quelle offre vient de qui. Mais du coup, c'est fait de manière un peu, disons, intelligente pour que les coffres soient bien répartis. Donc, simplement, on a un coffre devant nous qui va être caché. On sait, de l'extérieur, on voit pas à qui ils appartiennent. Et l'appli va redire ah bah telle personne va recevoir tel coffre, tel voilà. Et à la fin, ça permet que chacun récupère les siens sans qu'on ait besoin jamais de savoir qui a offert quoi. Donc l'appli, elle sert juste à ça. Hop. Voilà, il y a eu pas mal d'infos. Alors, il y a eu un peu des essais à la Gen Con. Il y a eu la règle qui est sortie assez récemment sur ce jeu. Et je vais peut-être rentrer un petit peu plus précisément dans l'explication, enfin le survol des règles. Le matos a l'air très chouette, hein, les illustrations ont l'air très chouettes. C'est l'illustrateur habituel là de... j'ai pas regardé. Hop, David Cochard. Donc, il a fait plein de... Enfin, on reconnaît sa patte, hein, qui est sur Dungeon Lord, Dungeon Pets, Alchimiste, etc. Top. Du coup, les règles un peu plus en détail. Peut-être déjà, je vais montrer un peu à quoi ressemble le matos. Hop, si on raté. Donc, si on voit un peu là, il y a un plateau central qui va être en fait un plateau de production qui va avoir une roue qui tourne, qui va dire qui reçoit quoi à quel tour. On va avoir des cartes, donc les cartes on va les distribuer un peu à chaque tour, on va en drafter un petit peu pour avoir différents types de cartes qu'on va pouvoir jouer sur notre plateau personnel, et sur notre plateau personnel on va comme ça programmer nos actions pour construire des nouveaux bâtiments et utiliser les bâtiments que l'on construit ce tour-ci. Il va y avoir des événements, on récupère un événement par tour qu'on n'est pas obligé d'appliquer, qui va être soit
perdre de la réputation pour gagner quelque chose, soit donner quelque chose pour gagner de la réputation. Le texte, c'est juste du flavor text. Pareil, hein, ça c'est CGE, et ça a l'air d'avoir une jolie patte là-dessus, de dire ouais, ça nous fait gagner de la réputation, est-ce que c'est moral ou pas, à vous de voir. Si vous êtes d'accord avec ce que la moralité vous fait gagner comme réputation, peut-être que vous seriez bien adapté dans le monde médiéval. Enfin, comme d'habitude, la règle est très très sympa à lire. Chez eux, ils sont vraiment, vraiment très forts pour ça. Ok, du coup, le round, comment ça va se passer? On va jouer déjà en 5 gros rounds. Qui vont avoir des petites variantes d'un round à l'autre, notamment sur quand est-ce que l'Inquisition passe. Donc l'Inquisition passe 2 fois dans la partie. Et au 2e et 3e round, on va avoir une phase de chasse aux sorcières pour tenter de dire à telle personne « Hé, toi, t'as l'air louche quand même », et que potentiellement il paye quelque chose s'il n'a pas de quoi donner à ses dames. Montrer qu'il a à ses dames, il ne les donne pas. Donc, chaque tour, sinon, ça va commencer par faire une phase de production. La production, c'est juste qu'on a une roue qui dit en face de nous quelles ressources on va toucher. On va gagner tous un peu de sous, ce qui nous fait un apport de ressources. On peut potentiellement l'avoir amélioré en cours de partie grâce à des petites achievements, des petits objectifs. Enfin, avoir rempli le fait d'avoir certains types d'éléments, ça va nous permettre d'augmenter notre production au fur et à mesure de la partie, pour avoir plus des ressources qui nous sont données. Par contre, le type dépend de comment tourner la roue. Ensuite, on deal des cartes. Donc au début, on a une carte de chaque type. Et après, à partir du tour 2, on va en recevoir 4. Donc c'est que des cartes qui correspondent à la manche en cours. Donc je pense que les pouvoirs des bâtiments sont adaptés à la manche en cours. On en garde 2, on en draft 2, et du coup on se retrouve avec 4, plus éventuellement un bâtiment gardé du tour précédent. Les autres, on les aura défaussés. Et ça nous donne ça. Et on récupère tous un événement de ce tour-ci. Potentiellement, si on ne l'a pas joué du tour précédent, on en a un deuxième. Ensuite, il y a une phase d'échange où là, chacun va faire une offre. Et l'offre va être présentée successivement à 2 personnes. Dès qu'il y en a une qui l'accepte, l'autre a plus d'offres disponibles quand on la reçoit. Et ensuite, on va récupérer notre coffre pour donc voir si l'échange a été accepté ou pas, pour récupérer des choses. Donc ça, j'en reparlerai un peu, c'est la partie qui se passe face cachée. Ensuite, on va programmer puis réaliser nos actions, chacun sur notre plateau personnel. Donc on va avoir un plateau personnel comme ça. Donc en gros, on a le droit de jouer notre événement, soit pour perdre la réputation pour avoir des bonus, soit pour gagner de la réputation en payant quelque chose. On va pouvoir construire des bâtiments, on va pouvoir activer des bâtiments. Il y a des bâtiments qui demandent un jeton pour l'utiliser. De base, on a 2 ouvriers gratuits par tour, on peut payer pour en avoir jusqu'à 4. Et on a une dernière option qui est de recruter des gens qui vont nous aider à compléter nos objectifs, parce que donc parmi les gros objectifs du jeu pour un peu avancer en points, on a envie d'avoir des séries de bâtiments de même type. Donc 3 bâtiments de même type pour les accomplissements mineurs, 5 pour les accomplissements majeurs, qui vont nous donner donc des points de victoire, donc les grands, des points de victoire à la fin de la partie. Les petits, ça nous permet d'augmenter notre production. C'est comme ça qu'on fait augmenter notre production. Donc on programme comme ça sur notre plateau. Il était où? Il était là. Les différentes actions qu'on veut faire. Une fois que tout le monde a programmé, on révèle. Et là, chacun résout son truc. On vérifie que c'est bon et qu'on donne bien les bonnes ressources. Toutes les ressources, sinon, sont cachées. Comme tous les échanges, tout ça, sont cachés. On ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a quand même quelque chose qui est que souvent on va manquer de quoi payer, et en fait toutes les ressources peuvent être achetées à la banque. Je sais plus où est-ce que ça en parlait quelque part. Donc à tout moment on peut acheter une ressource de base pour 3 ou une ressource avancée pour 5. Donc il y a des ressources rares et des ressources banales, qu'on peut revendre respectivement pour 1 et 2 à tout moment aussi, et on peut faire des emprunts à tout moment. Donc quand on veut faire des emprunts, donc si on est déjà à 10 on peut plus emprunter, sinon on avance d'une case et on emprunte en récupérant les sous qu'il y a marqué dessus. Ça va nous coûter des intérêts par tour. Les intérêts par tour, ça va nous refaire augmenter nos dettes un peu à chaque fois. Et si ça nous fait exploser notre marqueur de dette, ça va nous causer de la mauvaise réputation, ce qui est pas bien. Voilà, donc il y a certains moments où on peut rembourser des dettes, d'autres pas. Donc il faut être un peu prudent avec ça. Voilà, mais donc on peut acheter à la volée les ressources qui nous manqueraient. Et ce qu'on a programmé, on est obligé de l'acheter. Donc si on s'est un peu foiré dans notre programmation, on va être obligé d'emprunter. La règle dit que si, après notre première partie, ou si on joue avec des joueurs un peu tatillons, si jamais on s'est planté et qu'on ne peut même pas emprunter pour résoudre ce qu'on a promis de résoudre, alors on prend de la réputation négative et on annule l'action. Voilà, ça dit aussi qu'on a le droit de dire qu'on perd pas la réputation dans une première partie si on s'est juste vautré. Voilà, donc ça, on a pioché des cartes, on a programmé nos actions, on réalise nos actions. Donc nos actions, c'est appliquer l'événement, construire des bâtiments, appliquer les pouvoirs des événements, potentiellement payer 2 sous pour récupérer un symbole supplémentaire pour nous aider à faire nos accomplissements. 2 ou 3 sous. On verra ça. Voilà, une fois qu'on a fait cette phase d'action, il va y avoir des petites phases d'entretien. Donc la phase d'intérêt, si on est à frais 6 emprunts, on va avancer de 6 sur une roue, et en gros toutes les 4 avancées, donc on va payer un quart en intérêt. On avance d'un emprunt. Si jamais ça nous fait exploser sur le bord, on récupère un symbole de réputation négative. Donc on a des petites tuiles ange et démon, donc on récupère un démon.
Et on repasse à 9. Donc ça, c'est la phase où on paye nos intérêts tous. Ensuite, il y a une phase de réputation. Celui qui a le plus en réputation va gagner un petit ange. Celui qui a le moins va gagner un petit démon. En cas d'égalité, tout le monde gagne. Ensuite, il y a donc phase 2 et 3, une phase de chasse aux sorcières. Donc la chasse aux sorcières, simplement, on va tous voter pour quelqu'un qu'on trouve suspicieux autour de la table. Donc là, on choisit secrètement derrière notre paravent une couleur. S'il y a au moins 2 personnes qui ont montré la même couleur, deux joueurs qui ont voté pour bleu, alors le joueur bleu doit montrer 3 bouts d'âme derrière son paravent, soit parce que c'était un humain qui n'a échangé aucun bout d'âme, soit parce que c'est un cultiste qui en a déjà récupéré une, soit parce que c'est le diable qui en a déjà récupéré plein. S'il n'y arrive pas, il prend du négatif et il met un petit marqueur disant qu'on ne peut pas le réaccuser le coup d'après. On fait ça donc au tour 2 et 3. En plus de ça, tour 3, il y a une phase d'inquisition. Donc hop, ça voilà, c'est un peu pour forcer quelqu'un à montrer des bouts d'âme et avoir une première idée. Donc l'inquisition, ça va être un petit peu compliqué. Donc déjà, on peut commencer par acheter des petits anges. À quoi ça sert les petits anges? Donc pour 5 sous, on peut en acheter un. Et quand on en a 3, donc on peut les avoir gagnés par la réputation aussi, on peut acheter une indulgence. Donc 3 anges, une indulgence. Une indulgence, ça permet d'éviter un inquisiteur. Ensuite, on va, donc parce que le but quand même de l'inquisition, ça va être qu'en fonction de ce qui s'est passé, il va y avoir plus ou moins d'inquisiteurs sur notre dos. Donc il y a des inquisiteurs communs pour toute la table, et si jamais à un moment on a trop pris de dettes, on se prend un inquisiteur personnel en plus. Tous les inquisiteurs qui nous visent, donc tous ceux en commun, plus potentiellement nos inquisiteurs personnels, vont nous demander de montrer un bout d'âme. Donc si j'ai 5 inquisiteurs sur moi, je dois montrer par exemple 2 bouts d'âme et 3 indulgences. Les indulgences, on les paye, on les jette. Les bouts d'âme, évidemment, on les garde. Si je ne peux pas tous les accomplir, je vais prendre leur effet négatif. Donc si je peux accomplir 3 inquisiteurs sur les 5, je vais me taper 2 trucs négatifs que je choisis parmi les inquisiteurs qui sont sur moi. Voilà, donc avant ça, on va pouvoir... j'ai oublié, mais il y a un petit... Donc déjà, on va pouvoir faire un peu une phase de mise, oui, si c'est vrai, hop. Donc on va tous mettre un truc, et c'est là qu'on va tenter de corrompre les inquisiteurs pour les faire partir à jamais. Donc tout le monde dans son coffre peut donner des pièces, et les pièces vont s'accumuler ensemble sur un truc au milieu. Quand ça arrive à 5 pièces, il y a un inquisiteur qui s'en va. Donc potentiellement on aura moins d'inquisiteurs. Parmi les inquisiteurs communs, il n'y en a que 3 qu'on peut corrompre comme ça, les autres sont incorruptibles. Et ce faisant, le diable peut aussi montrer qu'il a des âmes. Donc là il va les garder, ça va revenir chez lui après. Toujours pareil, dans le petit coffre qui est mélangé, du coup on ne sait pas à qui ça va appartenir, on ne sait pas qui a misé quoi. Il va montrer des âmes, plus il montre d'âmes, plus il gagne de trucs. Mais s'il montre beaucoup d'âmes, ça veut dire que le diable a quand même... il y a beaucoup de corruption dans le monde, ça va faire apparaître plus d'inquisiteurs. Donc on fait ça tour 3 et tour 5. Tour 5, il peut montrer plus d'âmes et donc il a plus de bonus. Et si jamais il montre des âmes du cultiste, donc le cultiste, son but c'est un peu de se débarrasser de ses âmes. Donc il a des bouts d'âmes qui sont marqués, le cultiste, d'une seule face, parce que pour savoir si on a 3 bouts d'âme, on ne sait pas si elles viennent du cultiste ou pas. Par contre, pour ce genre de truc, c'est important de savoir est-ce que le cultiste a donné des âmes. Donc au milieu de la partie, tour 3, si le diable a récupéré des âmes du cultiste, le cultiste gagne quelque chose. On le met dans son coffre, pareil, il le récupérera plus tard sans qu'on sache qui c'est. En fin de partie, il n'y a pas ça, mais en fin de partie, le cultiste perd un point pour les bouts d'âme qui lui restent. Le diable aussi, mais il aura gagné plus parce que, tour 5, le diable a la possibilité de gagner beaucoup de points s'il a beaucoup d'âmes. Voilà. Donc il y a un peu un truc asymétrique comme ça, où le diable a une autre source de points, qui est donnée par les échanges qu'il aura fait avec les autres. Ensuite, les joueurs peuvent, lors de l'inquisition, essayer de deviner qui est le diable ou qui est le cultiste. Quand on essaye de deviner qui est le diable, tous ceux qui peuvent voter pour le diable ont le droit de voter, c'est pas obligatoire, donc les 2 humains et le cultiste. Et s'il y en a au moins 2 parmi les 3 qui votent pour le même diable, par exemple on pense que rouge est le diable, rouge doit dire est-ce qu'il est le diable ou pas, oui ou non. Si c'est non, il se passe rien de spécial et on pourra plus voter pour qui est le diable et on pourra plus voter pour le joueur rouge, enfin pour le joueur pour lequel on a voté. Si on a 2 qui ont voté rouge et un qui a voté bleu, tous ces pions là sont immobilisés. Si par contre il dit oui, dans ce cas ceux qui ont voté reçoivent des sous. Celui qui s'est fait démasquer en tant que diable se prend un sacré pan dans la tête côté réputation, mais au final il continue quand même à jouer. Parce que ça s'oublie un peu le fait que c'est le diable, le gros scandale. Finalement, c'est pas beaucoup plus scandaleux que d'avoir construit un bâtiment de science. Tous les bâtiments de science que l'on construit nous font perdre 4 de réputation également. Voilà, ça, je pense que ça donne des gros bonus. Voilà. On peut aussi essayer de deviner qui est le cultiste.
Pareil, il va y avoir, si le cultiste se fait attraper, ça lui fait perdre en réputation et ça fait gagner en sous à ceux qui l'ont trouvé. Hop, donc ça c'est un peu pour deviner, en fin de partie c'est légèrement différent, mais bon, c'est ça qui va se passer. Et ensuite on récupère nos coffres, tout simplement. Voilà. C'est là, ensuite, une fois qu'on a fini toutes ces étapes-là, qui sont un petit peu peut-être laborieuses, qu'on va vérifier l'inquisition. Donc si on est visé par 3 inquisiteurs en commun et un perso, on doit montrer 4 bouts d'âme, ou dépenser des indulgences pour ce qui nous manque, ou appliquer les malus des inquisiteurs. On n'est jamais obligé de montrer ou de dépenser. Après, ça va dépendre de nos intérêts. En général, ça a quand même l'air d'être plutôt intéressant de montrer ce qu'on a. On ne montre pas, par contre, si on est des âmes de cultistes ou des âmes humaines. Personne ne le sait. Si elles viennent de nous ou pas, personne ne le sait. On joue comme ça donc les 5 tours. En fin de partie, on fait des points pour un peu tout. Donc surtout les bâtiments, a priori. Les dettes font perdre des points. Si on a accompli des accomplissements majeurs en tant qu'humain ou en tant que cultiste, donc le fait d'avoir 5 du même symbole sur les bâtiments, on va marquer 2 points. Le diable, lui, ça ne le concerne pas. Parce qu'en fait, les projets d'avenir, il s'en fout un peu. Et ensuite, tous les pions négatifs qu'on va avoir récupérés nous font des points négatifs. Les pions positifs, des points positifs, etc. Donc le diable a fait en plus plein de points lors de l'inquisition, potentiellement en ayant montré des âmes et surtout les bâtiments. Du coup, au final, là-dedans, qu'est-ce qui se passe? Donc oui, les bâtiments, ils vont ressembler un petit peu à ça. Hop. Donc un bâtiment, ça a toujours un symbole qui dit qu'il va contribuer à l'une ou l'autre des séries. Ça va coûter des ressources de différents types et ça va rapporter des points. Donc on a besoin de ressources pour faire ça. Potentiellement, il y a des cartes qu'on peut activer. Donc ça, c'est une carte qui a un emplacement d'ouvrier qu'on va pouvoir activer. Pour un sou, on gagne 2 bois. Ce qui est un meilleur taux d'échange qu'à la banque. Le gros truc, donc, on essaye de construire avec des ressources. On voit qui produit quoi à chaque tour. Mais ensuite, il y a une phase d'échange. Donc cette phase d'échange, phase cachée, c'est un peu le gros truc du jeu. Avec tout le monde qui n'a pas forcément les mêmes intérêts. Et où on essaye un peu de masquer nos intentions en fonction de qui on est, de qui a accepté le deal ou pas. Parce que si on fait un deal avec quelqu'un et qu'on voit quelqu'un dépenser les ressources qu'on lui a données juste derrière, on va avoir une idée de qui c'est. Parce qu'on sait que le deal nous a été proposé par le cultiste, par exemple. Mais on ne sait pas qui est le cultiste autour de la table. Donc pour ça, ça va marcher avec nos petits coffres. Donc on a comme ça des petits coffres qui indiquent notre identité ici. Et notre identité permet aussi de dire ce qu'on veut récupérer. Donc les mortels, ils demandent 1 à 2 sous. 2 à 7 sous. Donc ils mettent des ressources et ils demandent des sous en échange. Le diable, il demande 1 ou 2 bouts d'âme et il peut donner des ressources et des sous en échange. Le cultiste, il demande soit 2 à 6 sous pour des ressources un peu comme tout le monde, soit un bout d'âme. Il a le droit de récupérer des bouts d'âme des autres. Pour en avoir une 3e ou pour un peu nettoyer ses bouts d'âme. Et donc là, pareil, il va mettre des ressources. Quand on récupère un coffre, on sait qui a demandé quoi. Enfin, on sait quelle est l'identité. Donc là, on voit que c'est le cultiste qui a demandé pour, j'arrive pas à lire la valeur, mais disons 3 sous. Et pour avoir 2 métaux, 2 pierres. Voilà, donc là, si on accepte 2 pierres, on donne 3 sous en échange, on les remet dans le coffre. Comment ça va se passer en pratique? Chacun choisit l'offre qu'il veut faire. Donc, les ressources qu'il donne dans le petit coffre et ce qu'il demande dans la petite rondelle. Ensuite, on ferme tous les coffres, on les mélange. Il y a un petit QR code à scanner dessus qui est fait pour pas être reconnaissable à l'œil nu, mais sinon, on peut aussi juste les retourner à ce moment-là. Et là, l'appli va dire, ok, ce coffre va à telle personne. Le coffre que tu viens de scanner, donne-le à rouge. On ne sait pas de qui il vient. L'appli va faire ça pour répartir les 4 coffres et va faire en sorte que chacun ait un coffre qui n'est pas le sien et qu'il n'a pas encore vu ce tour-ci. Là, on ouvre et soit on accepte. Donc si on accepte, on prend les ressources et il faut faire bien attention à bien mettre ce qu'il y a marqué dessus. Il y a de quoi retourner en arrière apparemment, besoin. Mais c'est quand même embêtant. Et puis on referme. Une fois que tout le monde a accepté ou pas l'offre qu'on lui a proposée, on n'est pas du tout obligé. Si on refuse, on referme et puis c'est tout. On remélange tous les coffres, on refait un coup sur l'appli qui va les redistribuer, de manière à ce qu'on voit un coffre qu'on n'a pas encore reçu et qui n'est toujours pas le nôtre. Donc on en verra 2 parmi les 3 autres joueurs. Là, on ouvre le coffre, soit l'offre avait déjà été acceptée au coup précédent, dans ce cas, on voit qu'il y a ce qui a été demandé et on peut rien y faire, on referme le coffre et puis voilà. Soit l'offre n'avait pas encore été acceptée, dans ce cas, on peut accepter quelque chose et faire l'offre comme si on avait été le premier coup. On remélange les coffres, l'appli dit à qui les redistribuer pour que ça revienne à leur propriétaire d'origine. Donc ça, c'est la mécanique pour faire un peu des échanges complètement cachés, où on ne sait pas qu'est-ce qui vient de qui a offert quoi à qui. Quand on fait une offre, c'est une offre globale qu'on fait au marché. On ne sait pas à qui on offre quelque chose. Donc par exemple, si moi je veux offrir 2 pierres pour 2 sous,
Je dis pas qu'il va pouvoir l'accepter. On peut par contre parler un peu sur des choses. Donc on peut bluffer en prétendant un peu qu'on voit des choses, qu'on a des choses comme ça, mais surtout, avant ça, on a des petites cartes pour signaler avant la phase de deal, pour dire moi je vais avoir besoin de bois ce tour-ci, si quelqu'un offre du bois c'est plutôt cool. Donc les joueurs peuvent le prendre en compte et on peut annoncer un peu comme ça des besoins aux autres si on a envie que les gens les mettent dans leurs offres. Et ensuite les gens vont dépenser les choses. Moi si j'ai donné par exemple 3 pierres au diable, bon le diable il veut pas des pierres, enfin si j'ai récupéré 3 pierres du diable et que y a quelqu'un joueur qui construit plus en pierre, je vais pouvoir avoir des indices un peu comme ça. Bon j'y ai pas encore joué donc faut voir en pratique comment ça se passe. Donc on ne donne pas des ressources, on ne donne, quand on accepte une offre, on sait de qui on l'accepte, donc qui nous a donné les ressources, mais ce qu'on donne c'est toujours que des sous ou des âmes, qui peuvent s'échanger à tout moment, donc les sous pour des ressources. Voilà, donc il y a l'air d'avoir une économie vraiment assez sympathique là-dessus, plein de choses qui ont l'air assez chouettes. Il y a juste une petite question sur à quel point ça va être fluide au début, parce qu'il y a quand même beaucoup d'étapes, même si elles sont pas intrinsèquement très difficiles sur les décomptes, sur les... Un peu tout a des petites mécaniques un peu dans tous les sens. Le but du jeu qui a l'air donc quand même principalement de construire pour faire des points, la manière dont on fait les points, ce que fait les bâtiments sans les avoir vus, c'est un peu dur d'évaluer. Le principe du jeu basé sur les échanges, ça a l'air chouette. À voir côté plaisir, ça je suis vraiment pressée de le tester pour voir ce que ça donne. Ça fait en tout cas très envie un peu ce mélange des genres de rôle caché sur vraiment un jeu de développement, de gestion, où le but c'est de gérer combien on a d'âmes, combien on a de quoi, qui risque de nous donner quelque chose pour quel prix. Il y a quand même un peu des pointeurs, comme il y a un marché central auquel on peut acheter n'importe quelle ressource pour 3, on sait qu'il faut mettre moins si on veut que les gens, enfin n'importe quelle ressource de base, acceptent un peu les échanges. La règle est très bien faite avec beaucoup de conseils pour aller voir ce qui se passe. Beaucoup de choses pour montrer comment les choses se passent bien, qu'on évite un peu de tricher par inadvertance avec des questions un peu naïves au début. Alors après, je pense que ça peut quand même arriver dans les premières parties. Voilà, ça se joue uniquement à 4, mais ça, si c'est la bonne config, c'est la bonne config. Moi j'ai très envie d'essayer, je me demande à quel point ça arrive à sortir un peu des règles et à être fluide dans le déroulement. Le thème a l'air vraiment très chouette, les alternatives, tout ça, j'attends de voir les textes parce que je suis sûre que ça va être top. À part pour... Non, c'est faux. Parce qu'il y a des bâtiments sur lesquels il y a l'air d'avoir du texte. Il y a l'air d'avoir assez peu de texte sur les bâtiments et le texte sur les événements. Donc on a des événements sur lesquels il y a pas mal de texte potentiellement. Est-ce que je vois un événement quelque part? Hop, c'était les choses qui étaient posées sur le plateau, voilà, comme ça. Globalement, c'est juste du flavor text, plus ou moins. Donc à quoi ça consiste, mais les faits, il est marqué en dessous. Donc la perte d'une réputation pour gagner une pierre. Voilà, donc ça je sais que je vais y jouer prochainement. Et j'ai envie d'y jouer prochainement et je pense que ça c'est une vraie proposition qui a l'air vraiment très sympa. Tous les marqueurs sont plutôt positifs, à part ce côté peut-être laborieux étape par étape. Où sont vraiment les leviers, qu'est-ce qui va être vraiment sous tension pendant la partie, c'est pas forcément évident. Moi les jeux avec des emprunts, de la réputation, comme ça, des choses un peu à pondérer, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Thématiquement, ce côté on évite l'inquisition de différentes manières, avec de l'argent potentiellement, le côté un peu cynique du thème, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà. Donc oui, voilà, ça promet d'être bien, ce Deal with the Devil. Voilà, un jeu qui m'enthousiasme.